Ces derniers mois, des rapports contradictoires ont été publiés sur l'état des négociations de normalisation israélo-saoudienne. Nous vous informions précédemment que Riyad avait informé les États-Unis de sa décision de suspendre les négociations en raison du refus du gouvernement israélien de faire des concessions sur la question palestinienne. Les responsables israéliens auraient été déconcertés par cette décision, estimant que les négociations progressaient, puis vinrent les démentis israéliens et américains selon lesquels les négociations avaient été suspendues. Riyad n'a pas commenté publiquement cette histoire. Lorsqu'il l'a fait, il a déclaré que les pourparlers étaient toujours en cours, mais son silence en dit long sur la frustration que le royaume connaît probablement dans son rapprochement avec Israël, d'autant plus qu'il mène simultanément des négociations de normalisation avec deux autres États. Cela pourrait être un simple obstacle sur la route pour les rivaux régionaux, mais une pause dans les discussions, aussi brève soit-elle, met en évidence la difficulté de la tentative de l'Arabie Saoudite de rétablir ses relations avec 3 de ses voisins régionaux en même temps, obligeant le royaume à réfléchir à quel ennemi pourrait contribuer davantage à faire progresser ses objectifs géopolitiques. Aujourd'hui, chez Terra Bellum, Israël, au centre du Moyen-Orient. La rivalité ancestrale. Depuis la création d'Israël en 1948, l'Arabie Saoudite et Israël se considèrent comme des adversaires. L'Arabie Saoudite se perçoit comme un leader naturel des mondes arabes et musulmans, détenant la garde de 2 des villes les plus saintes de l'islam, et comme un acteur géopolitique stratégique doté de vastes richesses pétrolières, d'un accès à la mer Rouge et d'une influence sur les communautés sunnites de la région. Cependant, alors que les efforts de pourparlers de paix israélo-palestiniens ont échoué et que les 2 pays sont devenus des acteurs économiques et sécuritaires plus importants, ils ont assoupli leur position. Il est important de noter, alors que les États-Unis ont manifesté leur intérêt à réduire leur présence sécuritaire au Moyen-Orient, Israël et l'Arabie Saoudite ont également compris les avantages de l'établissement d'un partenariat sécuritaire, économique et politique limité entre eux. Pour les 2 parties, une plus grande coopération constitue une opportunité de contrer l'expansionnisme iranien, alors que la guerre en Ukraine et la concurrence croissante avec la Chine ont davantage incité les États-Unis et les partenaires de l'Union européenne à se désengager progressivement du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite et Israël ont ressenti une pression accrue pour établir un nouveau cadre de sécurité pour se protéger contre l'Iran. Riyad et ses partenaires régionaux ont continué à plaider en faveur des communautés palestiniennes, mais ont adouci le ton et se sont concentrés sur la garantie d'un traitement équitable des Palestiniens sous l'État israélien, du respect des droits de l'homme et de l'arrêt de l'expansion des colonies israéliennes. Pendant ce temps, Israël et l'Arabie Saoudite ont également commencé à rechercher de grands projets d'infrastructures énergétiques et économiques dans la mer Rouge et en Méditerranée, comme le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Le rapprochement contribuerait à faciliter ces projets et permettrait une plus grande coopération économique, ce qui les aiderait à réduire leur dépendance à l'égard de lignes d'approvisionnement et de routes maritimes instables, à diversifier leurs économies et à s'établir comme des pôles technologiques et commerciaux. Des obstacles insurmontables. Le chemin vers la normalisation n'a cependant pas été facile. L'un des plus grands obstacles a été le programme de politique étrangère de l'Arabie Saoudite, en particulier ses négociations simultanées de rapprochement avec 2 des plus fidèles adversaires régionaux d'Israël, à savoir l'Iran et la Syrie. Pour Riyad, l'un des objectifs est de diversifier ses relations extérieures et d'évaluer le nombre de concessions qu'il peut obtenir de ses rivaux traditionnels comme l'Iran et Israël. Cependant, cette entreprise a mis en péril la confiance dans les négociations, en particulier avec le gouvernement israélien. Au milieu de l'opposition intérieure aux récentes réformes judiciaires, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou était déjà incité à maintenir une position ferme dans les négociations. Mais l'engagement de l'Arabie Saoudite, avec ses 2 principaux ennemis régionaux, a poussé Israël à éviter de faire des concessions majeures, en particulier sur la question palestinienne. L'Arabie Saoudite se heurte également à des obstacles dans les négociations avec l'Iran et la Syrie, alors que Riyad et Téhéran ont signé en mars dernier un accord négocié par la Chine, s'engageant à normaliser leurs relations. Ils ont pris peu de mesures concrètes pour atteindre cet objectif, en dehors d'une désescalade limitée de la guerre au Yémen. En Syrie, le régime d'Assad a fait pression en faveur d'une plus grande normalisation, mais n'a indiqué aucune volonté d'accepter des concessions sur le commerce des stupéfiants. Ainsi, parce que ces négociations avec l'Iran et la Syrie se sont heurtées à des obstacles à peu près au même moment que ces négociations avec Israël, l'Arabie Saoudite est obligée de choisir le processus de normalisation auquel elle souhaite donner la priorité, au risque de compromettre l'un ou les 2 de ses autres efforts diplomatiques. Le double jeu de la Turquie. Depuis plus d'1 an, les responsables turcs et israéliens se déplacent entre les capitales des 2 pays, faisant allusion à un potentiel corridor énergétique reliant le champ gazier offshore de Léviathan à l'Europe.
Les projets de gazoduc existent depuis des années, mais ont été redynamisés à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que l'Union européenne cherche à remplacer 40% de ses approvisionnements en gaz provenant de la Russie. Mais même s'il était beaucoup moins cher que les projets concurrents tels que le gazoduc EastMed, la politique régionale, la demande imprévisible du marché et les alternatives émergentes signifient qu'il est peu probable que le gazoduc soutenu par la Turquie soit construit. Depuis la découverte du gisement il y a plus de 10 ans, des investisseurs, des industriels et des responsables gouvernementaux ont élaboré des propositions visant à acheminer le gaz naturel du champ israélien Léviathan vers les consommateurs européens. Un plan précédent, le pipeline EastMed, a échoué en raison de son coût élevé à 6 milliards de dollars. De vives critiques de la Turquie concernant son exclusion et finalement la décision de l'administration Biden en janvier 2022 de retirer le soutien américain. Peu de temps après, Ankara a présenté son alternative beaucoup moins chère, une route de 1,5 milliard de dollars sur 500 km entre Léviathan et la Turquie, qui rêve de devenir un hub gazier régional. Le premier défi était qu'Israël et la Turquie étaient difficilement en bons termes. Les rivaux régionaux ont de profondes divergences sur l'exploration énergétique en Méditerranée, le conflit chypriote et la question israélo-palestinienne. En février 2022, une délégation turque s'est rendue en Israël pour briser la glace, présentant la coopération énergétique comme la clé d'une collaboration politique, économique et sécuritaire plus poussée après des années de relations, dirons-nous, tendues. Le mois suivant, le président israélien s'est rendu à Ankara, la première visite d'État en Turquie d'un haut responsable israélien depuis une décennie, où l'on a discuté notamment du pipeline, mais aussi d'autres projets économiques et diplomatiques. Le ministre turc des Affaires étrangères s'est rendu à Jérusalem en mai pour poursuivre la conversation, et en août, les deux parties étaient convenues de rétablir leurs relations diplomatiques. Les deux camps ont cédé du terrain pour en arriver là. Lorsque les forces de sécurité israéliennes ont affronté des manifestants palestiniens à la mosquée d'Al-Aqsa au printemps dernier, le gouvernement turc s'est abstenu de toute critique, ce qui aurait été impensable il n'y a pas si longtemps que ça. De la même manière, Israël est resté silencieux sur le forum gazier de la Méditerranée orientale, le bloc régional qui a soutenu le projet de gazoduc EastMed, indiquant un plus grand intérêt pour les projets d'énergie alternative. Dans un contexte de concurrence croissante entre grandes puissances, il est dans l'intérêt des deux pays de se réconcilier avec leurs vieux ennemis au profit d'une plus grande flexibilité en matière de politique étrangère. Cependant, un pipeline traversant les zones économiques exclusives de plusieurs pays reste une entreprise majeure. Face à une dynamique de demande incertaine, à une politique régionale complexe et à de nouveaux concurrents, le pipeline israélo-turc est probablement mort dans l'eau. Premièrement, le gazoduc traverserait la zone économique exclusive de Chypre, touchant ainsi un point sensible pour les acteurs méditerranéens. Depuis 1974, l'île de Chypre est divisée entre le sud chypriote grec et un nord occupé par la Turquie. Le gouvernement turc ne reconnaît pas le gouvernement chypriote grec, dont l'approbation serait requise avant de commencer la construction dans sa ZEE. En outre, le principal bailleur de fonds du gouvernement chypriote grec, la Grèce, a ses propres ambitions de devenir un plus grand état de transit du gaz vers l'Europe et ne voudrait pas voir ses rivaux turcs renforcés. La Grèce, Chypre et Israël sont tous membres du Forum gazier de la Méditerranée orientale et mènent fréquemment des exercices militaires ensemble. Il est donc peu probable qu'Israël poursuive le projet de gazoduc sans leur soutien. Des problèmes similaires pourraient survenir avec la Syrie, dont la ZEE serait également traversée par le gazoduc. Après l'Iran, Israël considère la Syrie comme l'un de ses plus grands ennemis régionaux. En plus de décennies de tensions et de conflits territoriaux, le gouvernement d'Assad a récemment énervé les Israéliens en organisant des milices alignées sur l'Iran et des combattants du Hezbollah le long de leurs frontières communes. La Turquie a flirté avec la normalisation des relations avec le régime d'Assad, notamment après le tremblement de terre de février 2023 qui a dévasté le nord de la Syrie et le sud de la Turquie. Mais elle a hésité en raison de désaccords sur le statut du nord-ouest de la Syrie et le rapatriement des réfugiés syriens. Essayer d'obtenir le consentement de la Syrie pour un pipeline traversant sa ZEE serait difficile pour la Turquie, mais pour Israël, c'est déjà un échec d'avance. Enfin, un projet alternatif pourrait naître sous la forme du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe qui inclut Israël mais pas la Turquie, composé de chemins de fer, de ports, de liaisons électriques et même d'infrastructures pour fabriquer et expédier de l'hydrogène vert. Elle bénéficie également du soutien de l'Inde, des États-Unis, de l'UE et des États arabes du Golfe. Bien qu'Israël n'ait pas signé le protocole d'accord décrivant les plans pour l'IMEC, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a exprimé son soutien à l'accord, indiquant un intérêt potentiel non seulement à participer au corridor, mais également à l'utiliser pour s'appuyer sur les efforts de normalisation avec les États arabes du Golfe. Une entreprise aussi gargantuesque serait difficile à démarrer, mais si elle inclut Israël, elle rendrait inutile le projet d'un pipeline avec la Turquie. Pour conclure, vous l'aurez compris, Israël est un centre névralgique de la politique économique et diplomatique au Moyen-Orient.
aussi bien de par son importance, de son jeu d'alliance ou encore de sa capacité à être une terre d'innovation qui s'avère aussi riche en ressources naturelles, mais dont l'exploitation est rendue difficile du fait de voisins, dirons-nous, nerveux, à l'idée de voir un État hébreu influent. Un pays riche sous tout point de vue, mais qui doit faire preuve de pragmatisme au vu de l'environnement dans lequel il évolue. Nul doute cependant que ce dernier tend vers un apaisement. Cette vidéo est terminée, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Le dernier numéro de la revue Terabellum est aussi sorti, il porte sur le Moyen-Orient, défense, géographie, politique. C'est à ce jour le numéro le plus complet que nous avons pu faire avec nos contributeurs, avec des sujets allant du conflit latent entre Israël et l'Iran, les dessous de la politique israélienne, les ambitions spatiales de l'Arabie Saoudite, la politique méconnue d'Oman ou encore la géopolitique de l'eau. Je vous laisse découvrir tout ça en vous procurant ce numéro dont le lien est disponible en description et en top commentaire. C'est tout pour cette fois et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actualité géopolitique.